Bonjour, aujourd'hui on va voir la conjecture de Goldbach, mais sur les polynômes. Et à partir du moment où c'est sur les polynômes, eh ben en fait c'est beaucoup plus facile que sur les nombres et c'est plus une conjecture. On pourrait dire que c'est un théorème parce que c'est très facile à démontrer. On va préciser ça. C'est exactement comme l'hypothèse de Riemann qui devient facile quand c'est sur les polynômes. Là, on a vu une vidéo, c'est l'hypothèse de Riemann sur les corps finis, donc les polynômes sur corps finis, et évidemment, c'est fait en une vingtaine de minutes. Donc, en fait, si vous voulez, ces grandes conjectures, bon, il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, la conjecture de Poincaré, c'est en dimension 3, ben, c'est difficile. Mais en dimension 4, ben, on a plus de place pour la topologie et ben, les choses deviennent plus faciles. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont extrêmement difficiles dans un espace restreint et qui deviennent beaucoup plus faciles. Bon, ça va être le cas de Goldbach et c'est ce qu'on va démontrer. Qu'est-ce qu'on va démontrer? Alors, l'énoncé. On va prendre un polynôme A dans Z de X, voilà, et on va le supposer unitaire. Eh bien, il se décompose en P plus Q avec P et Q irréductibles de Z de X. Voilà. Alors c'est Datier Arbre qui, bon, c'est un pseudo, hein, qui m'a envoyé ça sur la chaîne. Il me l'a envoyé comme exercice en disant que c'était une application de la localisation des racines. J'aimerais bien qu'il m'envoie sa preuve d'ailleurs. Mais j'ai une autre preuve, voilà, je propose une autre preuve comme application de, je vous dis pas, vous me remercierez plus tard. On y va, on va trouver ce théorème de Goldbach. Ça fait plaisir quand même, hein, une conjecture comme ça, de se dire qu'on se la prouve, même si on se donne les moyens, parce qu'on est sur un espace où c'est plus facile. Alors, bon, je dévoile tout de suite l'astuce. Il faut essayer de trouver grand P comme P Eisenstein, et Q comme Q Eisenstein, voilà, avec P et Q, deux nombres premiers. Qu'est-ce que ça veut dire, P Eisenstein? Ça veut dire que P, il est unitaire. Bon, alors donc, je vais partir, hein, autant partir de A, donc puisqu'il est unitaire, il est de la forme xn plus an-1, xn-1, etc., plus a0. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire P Eisenstein? Ça veut dire que P est unitaire. Alors là, je vais le prendre de même degré que A. Bon, voilà. Chaque coefficient, à part évidemment le coefficient de plus haut degré de P, donc, est multiple du nombre premier petit p. Donc ici, je vais mettre B, C, N-B. Donc ici, je vais mettre B, N-1, X, N-1, plus, eh bien, oui, P, donc B, N-2, X, N-2, et puis, je termine sur P, évidemment, B0. Mais il y a une condition, c'est que le dernier terme n'est pas divisible par P2, c'est-à-dire que P ne divise pas B0. Et puis, Q, je vais le prendre, eh bien, Q Eisenstein, pour un autre nombre premier, hein, donc P et Q sont premiers, et premiers entre eux, évidemment, voilà. Premier distinct, ça suffit. Et ici, bon, je vais évidemment, pour avoir ça, je ne vais pas prendre le même degré, donc je vais le prendre unitaire. Là, ici, le degré n-1. Ici, je vais avoir c n-2, x n-2, etc. Plus q, c'est 0, et q ne divise pas, c'est 0. Voilà, donc c'est ça ce que je vais appeler P Eisenstein, Q Eisenstein, et bon, il y a théorème typique, vous pouvez le voir sur la chaîne, qui dit que donc P Eisenstein, et donc ça implique irréductible sur Z de X, et donc vous savez aussi que ça implique que c'est irréductible sur Q de X. Alors à ce sujet, je veux faire mon mea culpa, parce que pendant des années, j'ai enseigné en master à des générations d'étudiants à Lyon en leur disant qu'Eisenstein, ça servait pas à grand chose.
Bien, je reviens petit à petit là-dessus. Je le voyais comme un gadget. Bon, il est utile par exemple pour montrer que le polynôme cyclotomique phi p pour p premier est irréductible sur z. Bon, d'accord, mais à part ça, en fait, ce qui se passait, c'est que je voyais bien que les étudiants, c'était une recette, ce critère d'Eisenstein. Et j'aime pas trop les recettes. En plus, dès qu'ils voyaient un polynôme, ils essayaient de montrer qu'il était... Bon, s'il fallait montrer qu'il était irréductible, ils essayaient de dire « Ah bon, alors il est P Eisenstein ». Mais alors, d'une part, oui, il y a la théorie de Galois qui nous permet de démontrer ça, il y a le degré des extensions qui nous permet de démontrer ça. Donc, j'essayais de les amener vers des choses plus profondes que juste des recettes de cuisine pour aller vers ça. Et en plus, le pire, c'est que même sur un corps, parce que Eisenstein, c'est vraiment, ça demande des nombres premiers, donc ça demande d'être sur un anneau factoriel, c'est un truc d'anneau factoriel. Mais il le faisait sur un corps, par exemple sur un corps fini. Donc sur un corps fini, qu'est-ce que ça veut dire, Eisenstein? Eisenstein sur un corps fini, c'est comme un gilet sans manches, quoi. Ça veut rien dire et ça sert à rien, parce que tout divise tout sur un corps, vous comprenez? Donc le fait de ne pas diviser, ça n'existe pas. Vous n'aurez jamais la condition ne divise pas sur un corps, puisque tout divise tout. Bon. Et premier, qu'est-ce que ça veut dire sur un corps? Bien, donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais en même temps, petit à petit, je me rends compte que le critère d'Eisenstein, il est plus fin que ce que j'aurais pensé au départ, et là, il m'a aidé à résoudre l'exercice de Dattière. Alors regardez maintenant, on veut décomposer A en P plus Q. Ils seront certainement irréductibles s'ils sont P Eisenstein et Q Eisenstein respectivement. Donc maintenant, on n'a plus qu'à résoudre. On est un système d'équations. Donc ici, on a 1 égale 1. Il faut que AN-1 soit égal à PBN-1 plus 1. On identifie, AN-2 doit être égal à PBN-2 plus QCN-2. Et donc, il faut trouver, maintenant, on est tombé sur un système d'équations diophantiennes. On cherche BI et CJ. Alors, BI, I va de 0 à N-1, CJ, J va de 0 à N-2, tel que l'on ait toutes ces équations-là. D'accord? Là, donc, la première pour N-1, il y a toutes celles-ci qui se ressemblent beaucoup de 1 à N-2, et pour 0, on a une solution, mais avec une condition, P ne divise pas B0 et Q ne divise pas C0 pour que ce soit bien Eisenstein. Bien. Alors, comment on va résoudre ça? Donc, là, on voit quand même que ça va être faisable, que ça ne va pas être si compliqué que ça. Regardez, je vais partir d'un petit lemme que tout le monde doit bien savoir faire, au moins au niveau M1, si ce n'est au niveau L3. C'est Bezout, finalement, et l'algorithme d'Euclide, tout le bazar. L'équation diophantienne mx plus ny égale a. Alors, équation diophantienne, ça veut dire qu'on est sur z, on cherche m et n sont des entiers, a est un entier, x et y, on les cherche, c'est les inconnus, on les cherche entières. Et on suppose que m et n sont premiers entre eux. Eh bien, il y a une solution particulière qui est AU-AV, où MU plus NV égale 1. Alors vous voyez que comme M et N sont premiers entre eux, on sait qu'il existe U et V, d'après la relation de Bezout, telle que MU plus NV est égal à 1. Bon, ok, on peut même le calculer avec l'algorithme de Euclide si on connaît M et N. Bien, et maintenant, quand on va multiplier par A cette équation, cette égalité, on va obtenir ça en posant x égale à u et y égale à v. Donc on a déjà une solution particulière, facile, et comme c'est quelque chose de z linéaire, en tout cas linéaire, vous le voyez en xy, eh bien l'équation se résout selon un procédé habituel de solution particulière plus solution générale sans second membre, et quand on annule le second membre, on met 0 ici, vous avez mx plus ny égale 0, eh bien, la solution générale, c'est l'ensemble des couples nk moins mk quand k parcourt z. Alors, vous voyez bien que nk et moins mk, ça vérifie, puisque ici, quand on va remplacer x ici et y ici, eh bien, ça va bien faire 0. Et la réciproque, vous devez le savoir, c'est le lemme de Gauss, c'est-à-dire que quand ça, c'est égal à 0,
Ça veut dire que finalement, on va passer moins ny de l'autre côté, comme n divise le membre de droite, ben, il va diviser le membre de gauche, donc n divise mx, mais il est premier avec m, donc n divise x, et on pose k, d'accord, le quotient de x par n, ce qui fait que x est égal à kn, et quand on reporte dans l'équation, on obtient que y est égal à moins mk. Donc ça, c'est assez facile, et finalement, l'ensemble des solutions de l'équation différéncielle, bah, c'est la somme de ça plus ça, hein, d'accord, c'est la somme de la solution particulière et de toutes les solutions générales. Voilà. Alors, oui, je vais avoir besoin quand même de tout ça, même un tout petit peu plus à un moment, mais bon, finalement, on voit que c'est pas difficile, au moins pour le cœur du truc ici, c'est-à-dire toutes ces équations, bah, l'existence de solutions, par exemple de cette équation-là, donc on part de AN-2, il faut trouver BN-2, CN-2, et bien ça vient du fait que P et Q sont premiers entre eux, et c'est le lemme. Donc c'est qu'il y a bien des solutions. Maintenant, il y a deux problèmes, c'est que ici il faut trouver des solutions qui ne sont pas divisibles respectivement par P et Q, et le deuxième problème, c'est que ici c'est pas tout à fait la même équation différéncielle, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, en ce qui concerne cette dernière équation, bon, on voit bien qu'on a suffisamment de marge pour pouvoir trouver une solution qui vérifie bien ceci. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, regardons comment on va jouer sur K pour obtenir des solutions telles que P ne divise pas B0 et Q ne divise pas C0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, donc on est en train de résoudre cette équation, là, pour l'instant, et on a des solutions, d'après le lemme, de la forme B0 égale A0U plus KQ, et C0 égale A0V moins KP, où U et V, c'est les coefficients de Bézout qui disent que P et Q sont premiers entre eux. Bien. Alors, maintenant, on veut rajouter que P ne divise pas lui et Q ne divise pas lui, donc ça nous fait modulo P, hein, ça nous fait une équation modulaire, et en K, donc ici, ça veut dire quoi cette équation? C'est une équation du premier degré, on devrait savoir la résoudre. Alors, bah oui, il nous faut l'inverse de Q modulo P, comme P et Q sont premiers entre eux, ils possèdent un inverse, donc on va prendre R tel que RQ congru à 1 modulo P, et de la même manière, on va prendre S tel que SP est congru à 1 modulo Q, donc les inverses. Donc ça nous fait qu'on est ramené à chercher K, tel que, K dans Z évidemment, tel que ceci n'est pas nul modulo P. Mais si c'était nul modulo P, alors ça veut dire qu'on pourrait passer de l'autre côté, ça ferait moins A0U, et on inverserait Q, pour obtenir que K serait congru à moins R A0U. Et c'est ce qu'on ne veut pas, justement. Donc, on veut que K ne soit pas congru à moins R A0U, et de la même manière, avec cette condition, on veut que K ne soit pas congru à S A0V modulo Q. Est-ce qu'on peut trouver un K qui vérifie ça? Ben oui, toujours, bien sûr, parce que P et Q sont premiers entre eux. Vous reconnaissez ici le lemme chinois, hein, voilà. Il suffit de prendre, de toute façon, il suffit de prendre un autre élément, donc oui, il existe un cas différent, il existe un élément différent de ça, ah oui, ça, modulo P, modulo Q, il n'y a pas de souci. Et donc, il suffit de prendre un alpha qui est différent de ça, un bêta qui est différent de ça, donc modulo P pour le premier et respectivement modulo Q, et donc on se fixe ça, on écrit ce système de congruence, et K existe par le lemme chinois. Donc on a résolu la dernière équation, mais il y a encore la première, et vous allez voir, c'est encore une autre idée quand même. Là, le lemme chinois, c'est encore autre chose, parce qu'il va y avoir un dernier os. Alors regardons cette dernière équation. Il faut juste trouver Bn-1, donc il faut prendre Bn-1 égale An-1 moins 1 divisé par P, mais ouais, mais attention, est-ce que c'est divisible par P? Donc là, problème. Mais là, on se rend compte que P et Q, on a encore le choix, d'accord? Donc l'idée, c'est de prendre un nombre premier qui divise An-1 moins 1.
Donc voilà l'idée. Mais maintenant, est-ce qu'il existe un nombre premier qui divise AN-1 moins 1? Il y a plusieurs cas. Si AN-1 moins 1 est différent de plus ou moins 1, par exemple si c'est 0, ben, n'importe quel nombre premier, donc si c'est 0, ça fait Bn-1 égale 0, il n'y a aucun souci. Maintenant, si c'est non nul, et différent de plus ou moins 1, ben, vous savez qu'il va y avoir une décomposition en nombre premier, il suffirait de prendre P dans cette décomposition en nombre premier qui est non triviale. Bien, alors donc là, ça nous fait, on prend P premier et P divise à n-1 moins 1, et évidemment, on pose Bn-1 égale à n-1 moins 1 sur P. Voilà, il sera dans Z, et c'est bon, on a résolu notre affaire. Maintenant, si AN-1 moins 1 est égal à plus ou moins 1. Alors là, c'est intéressant. Bah, oui, mais qu'est-ce qu'on a? On a quand même des automorphismes dans Z de X, et le problème, il est stable par automorphisme. Vous voyez, automorphisme d'anneau unitaire, évidemment. C'est-à-dire que si vous prenez, vous prenez un automorphisme, hein, vous l'appelez phi, vous appliquez phi à cette égalité, ça fait phi de A égale phi de P plus phi de Q. Eh bien oui, ça marche, parce que comme phi est un automorphisme, il va envoyer un irréductible sur un irréductible, puisque c'est un automorphisme, donc il est compatible avec la multiplication. Donc il envoie des gens qui ne se réduisent pas sur des gens qui ne se réduisent pas. Donc, c'est pas difficile de jouer sur les automorphismes de Z de X pour supprimer ce cas-là. Et l'automorphisme auquel on pense, évidemment, c'est le changement de variable le plus simple, x remplacé par x plus alpha. Donc, si je regarde a de x plus alpha, donc calculons le coefficient en x puissance n-1, eh bien, ça va être facilement n alpha plus a n-1. Je prends alpha, évidemment, non nul, même assez grand, même si je veux, et ici, évidemment, si je suis dans ce cas-là, alors je vais rapidement me trouver dans une situation où je ne le serai plus dans ce cas-là. Les autres coefficients, bah, ils ont juste le mérite d'exister, d'être dans Z, et comme on n'avait pas de contrainte ici bon, on a résolu notre affaire, donc on peut trouver des polynômes tels que ax plus alpha égale p alpha x plus q alpha x. C'est les polynômes qu'on a trouvés dans le petit 1, hein, puisque à partir du moment où on est dans ça, on a terminé toute l'histoire. Et bien maintenant, je vais, si vous voulez, je fais un changement de variable, mais c'est un changement de variable qui correspond à un automorphisme ici. Je vais remplacer, si ça vous embête, vous remplacez ici x plus alpha par y. Et là, je vais avoir a de pour moi c'est x, a de x égale p alpha de x moins alpha plus q alpha de x moins alpha. Voilà. Et évidemment, hein, c'est ce que je vous disais, ce polynôme-là, comme lui est irréductible, lui il est irréductible, et lui est irréductible aussi. Voilà, c'est terminé. Je remercie Datiar de m'avoir envoyé ce joli exercice. Maintenant, je pense que les agrégatifs ont compris. Ils peuvent mettre ça dans leur musette comme application d'Eisenstein. C'est vraiment nickel.